Alors juste une petite, salut, une petite intro express pour vous dire que ce tuto fait référence au tuto P028 qui s'appelait Jouons aux boules, modélisation de la scène pour ce truc-là. Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper de la scène, la scénette qu'on a fait la dernière fois avec notre mobile avec les boules et on va faire un rendu avec le moteur standard de Cinema 4D, c'est-à-dire qui utilise le processeur de l'ordinateur et pas les processeurs des cartes graphiques. J'avoue que c'est un petit peu laborieux avec le moteur standard parce que quand vous faites des modifs, faut relancer un calcul, ça peut être long, ou alors faut faire des calculs en tout petit, puis après voir en grand et tout. Mais bon, ça fonctionne quand même. Ici j'ai une scène qui... Là j'ai 200 images. Il y a de la profondeur de champ, même vous voyez l'effet de flou là, en avant-plan et au fond. Donc je vais vous montrer voilà, quelques petites astuces, notamment sur les lumières, avoir des éclairages sympas, et puis la profondeur de champ, voilà. Et comme d'habitude, alors là on ne va pas créer une nouvelle scène, je vais prendre la scène que j'avais avant, qui doit être celle-ci, voilà, qui n'est pas texturée, et puis on va regarder ça tranquille. Alors comme vous vous en doutez sûrement, donc pour pouvoir faire le rendu, il nous faut d'abord une caméra, et on a toujours une caméra par défaut. C'est indiqué là en haut, Default Camera, quand on est en vue, dans une des vues. On peut choisir ici, dans Use Camera, s'il y a des caméras spéciales créées dans la scène, on peut en choisir une, mais on a toujours la caméra par défaut, qui peut avoir des paramètres, par exemple, qui peut être en perspective ou en parallèle. Alors le parallèle, ce qu'on appelle parfois aussi isométrique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective. Donc c'est une caméra virtuelle qui porte toujours le même nom, Default Camera, et on peut on peut la mettre vue de gauche, droite, isométrique, perspective. Donc en général on commence par utiliser notre caméra par défaut pour faire des premiers rendus, et pour les premiers rendus, il nous faudra d'abord des objets, des choses à voir, et des lumières. Alors par défaut, il y a des lumières qui sont prêtes, ce qu'on appelle les default lights, comme la default camera. Et on va trouver ça dans les réglages du rendu, là, Render Settings, au CTRL B. Donc si vous cliquez, vous avez cette boîte de dialogue. Et la première chose à faire, c'est de choisir le moteur de rendu ici. Alors là, j'ai Redshift, Octane et Cycles4D qui sont des moteurs de rendu GPU qui utilisent donc les Graphic Processor Units, certains types de Graphic Processor Units, notamment les cartes graphiques Nvidia, équipées d'au moins une certaine version des librairies CUDA, CUDA, pour faire des calculs en utilisant la puissance des cartes graphiques qui sont plus adaptées qu'un processeur central, même si aujourd'hui on trouve des processeurs AMD type Ryzen qui permettent de faire des calculs assez rapides. Moi j'ai un processeur qui est pas de toute dernière génération, c'est un Intel, on va regarder ça si vous voulez. Et on a aussi donc trois autres types de rendus qui sont le standard, le moteur standard de cinéma 4D, donc qui utilise le processeur, le CPU de votre ordinateur. Le physical qui lui est une version évoluée du standard qui permet un petit peu plus de choses. Et le viewport renderer, en fait, il va vous faire un rendu exactement de ce que vous avez là dans le viewport, dans vos vues de travail. Donc, viewport renderer, parfois on s'en sert pour faire un preview. Ça peut être intéressant pour voir si les vitesses de l'animation, des choses comme ça sont bonnes, si notre vue n'est pas en temps réel, si la scène est chargée, on peut faire un viewport render. Donc nous on va utiliser le standard actuellement, et juste pour que vous sachiez, on va jeter un œil à mon processeur. Voilà, alors pour vous faire une idée, moi j'ai un Intel Core i9 9900KS. Donc on peut voir les caractéristiques ici, donc on a 8 corps,
16 threads, donc bon, ça change pas grand chose. 8 corps avec une fréquence, alors max turbo frequency 5, mais en fait pour moi c'est 5.1 ici. Ma carte mère le met par défaut à 5.1. Je sais pas exactement pourquoi, mais bon, ça gagne un petit peu en vitesse sans avoir à faire de l'overclocking manuel. Ceci dit, donc mon processeur est un peu vieux, hein. Il date de 2019, voilà, Q4 2019, donc fin d'année 2019, il est plus fabriqué. Ça reste l'ancienne génération, on est en génération 9 aujourd'hui, et je me rappelle à l'époque, j'avais dû l'acheter dans les 900 € au moins, ou ça se trouve c'était même 900 € hors taxe. Et aujourd'hui, on trouve des versions i9, donc à 700 $, i9 génération 13 avec 24 corps, 6 GHz, 36 mégas de cache. Pour 700 $, ça calcule assez vite quand même. Même un n'importe quel, j'ai envie de dire, enfin pas n'importe quel, mais même un i9, génération 12, non, on peut laisser les 13 en desktop, ouais. Même le moins cher, là, 500 $, avec 24 cœurs, il y a de quoi faire, hein. C'est beaucoup mieux que ce que j'ai moi pour faire les rendus ici. Bon, donc je vous disais, on utilise le moteur standard, et ici dans Output, on va régler la taille de notre sortie. Donc, on va régler par exemple pour avoir du 16:9, mais pas trop gros parce que sinon ça prend trop de temps à calculer. Donc je vais faire ce qu'on appelle du 720p, donc 1280 pixels par 720 verticaux. Plus tard, quand on fera les rendus d'une séquence, on utilisera manual et on indiquera je veux de l'image 0 par exemple à 200. Mais pour l'instant, on reste sur current frame, c'est-à-dire qu'on fait des rendus sur l'image actuelle d'après la timeline là en bas. Save, pour l'instant, je le désactive parce que je veux pas spécialement enregistrer les rendus que je vais faire. Et puis on a des options ici. Peut-être qu'on viendra voir si on a besoin d'options. Par contre, on aura besoin à la fin d'un effet, et notamment d'un effet de profondeur de champ, en anglais depth of field. Donc, maintenant que c'est réglé, si je clique sur ce bouton là, dans la barre là en haut, si je clique sur le bouton de gauche, Render View, il me fait un rendu avec le moteur standard de la vue actuelle. Alors, il y a vraiment pas beaucoup de différence. Juste le truc, c'est que sachez qu'il fait toujours le render view de la caméra par défaut. Donc si vous faites un clic droit, que vous avez votre vue de caméra par défaut là en haut, que vous cliquez sur le rendu, il fait un rendu. Et on voit qu'on a de la lumière. Par contre, il y a un truc que l'on n'a pas, a priori, comme ça, vite vu, c'est qu'on n'a pas d'ombre. Alors donc, comme je vous disais, pour faire un rendu, il faut des objets qui vont avoir des textures, il faut des lumières et une caméra. Là, on a tout, sauf des textures. Mais les lumières par défaut, c'est vraiment, le résultat est vraiment très... On dit que le résultat est plat, flat, en anglais. Donc on va tout de suite en fait commencer par créer une lumière. Donc on va dans le menu Create Light, et on a différents types de lumière, sachant que quand on choisit un type de lumière, on va pouvoir le transformer dans une autre. Donc on va prendre par exemple une lumière par défaut, ce qu'on appelle une point light. C'est une lumière, voilà, qui définit, qui a une source qui est un point. Et là on voit que ça éclaire les objets, alors même que la lumière est au milieu d'un autre objet. Bizarrement, on peut faire un essai de rendu et voilà, on voit que notre lumière, comme vous le voyez par exemple, si je zoome,
l'arrière de cette sphère n'est pas éclairé, par contre le fond là, il est éclairé. Alors que la lumière est ici, et que cette sphère devrait créer une ombre là, derrière. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors sachez que quand vous avez une image rendue là, soit vous appuyez sur échappe. Ah, hop. Attendez, je préfère le mode select rectangle. Soit vous appuyez sur échappe, soit vous changez, vous déplacez par exemple la vue. Je fais un rendu, si je déplace l'angle, ça revient en mode viewport, en mode de travail. Donc là, je vais mettre la lumière au-dessus pour voir ce que ça donne. Je vais refaire un rendu, et encore une fois, on a la même chose qu'avec les lumières par défaut, sauf que là, on a une lumière, et que dès qu'on rajoute une lumière active dans la scène, ici, donc je vais l'appeler par exemple light point 1, light 1, dès qu'on a une lumière active, les lumières par défaut se coupent. On peut retourner voir dans les réglages de rendu, dans les options, on doit avoir Default Light ici. Alors, le Default Light, même s'il est activé dans le rendu, s'il y a une autre lumière, les lumières par défaut ne sont pas utilisées. Le Default Light est utilisé que s'il n'y a pas d'autres lumières dans la scène. Je vais juste essayer de désactiver ma lumière 1 là, en cliquant sur la petite coche verte. Si je refais un rendu, voilà, là il réutilise les lumières par défaut. Si j'active cette lumière, les lumières par défaut qui existaient ne sont plus là. Bon, ceci étant dit, maintenant moi j'aimerais bien avoir un peu d'ombre. Alors ça se passe dans les réglages de la lumière. Oups, je voulais juste remonter un peu ça. Ici dans General, quand vous avez sélectionné votre lumière là en haut, dans l'onglet Général des attributs, vous avez la couleur de la lumière. Vous pouvez, au lieu d'utiliser la couleur ici, utiliser ce qu'on appelle la température, qui correspond en fait à différentes dominantes de longueur d'onde. Par exemple, la lumière qui nous arrive du soleil arrive vers les 5003, je crois, un truc comme ça. Je sais même plus ce que c'est une fréquence, je crois. Mais par contre, je me rappelle plus de l'unité. C'est des mégahertz, des gigahertz, je sais plus. Ça doit être des kilos, 5000 kilos, 5000 kilos, donc ça doit faire 5 millions de hertz, un truc dans ce genre. Enfin bref, fréquence très élevée. Donc en changeant ici la température, donc on a, vous voyez, que je fasse un rendu ou pas, ce que l'on a dans le viewport nous montre pratiquement ce qu'on va obtenir au final. Je peux enlever ici dans display, je suis en grow shading lines, je peux enlever les lignes, et franchement hormis la grille, ce que l'on voit là, c'est exactement ce que l'on a dans le rendu. Voilà. Donc je reviens sur la lumière. Alors je vais enlever Use Temperature et je vais remettre une lumière blanche pour l'instant. Et donc on a une lumière de type Omni, et comme je vous disais, on peut la transformer dans un autre type, hein. On peut la transformer en spot. Donc là le spot, on voit très bien ce que ça fait a priori, hein. Maintenant si je fais pivoter la lumière, vous allez voir que c'est... Alors elle n'est pas assez haute. Voilà, ça me fait une lumière avec un cône, comme si on utilisait donc un spot, et on peut agrandir le cône, on peut faire un rendu. Voilà, encore une fois, on a exactement ce qu'on avait avant. Alors je vais revenir en mode point light, je vais la remonter un petit peu, mais pas trop pour qu'elle soit accessible. Et toujours dans les paramètres généraux, donc on a Shadow. Shadow, c'est pour les ombres. Voilà. Donc vous avez trois types de shadow. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais Shadow Map, c'est en fait un précalcul qui est fait à une certaine définition. Et puis ce précalcul va être utilisé pour créer les ombres. Alors, on va voir ici en gros plan ce que ça donne. Voilà, vous voyez, là on a des ombres qui apparaissent. D'ailleurs, je sais pas, c'est peut-être ici dans les réglages du moteur standard qu'on peut régler la qualité des shadow maps. Non, ah oui, ça se règle maintenant, ça se règle dans les lumières. Donc je retourne dans ma lumière, là on a un onglet shadow, et ici on a la taille de l'image utilisée
pour la projection des ombres, qui est en fait une image donc de 250 par 250. Et si je la descends, vous allez voir à 10, ah le minimum c'est 40, ok. Vous voyez, là on n'a plus de détails en fait. Donc on va monter à 120 pour voir. Voilà, on a un petit peu plus de détails, mais ce que l'on voit peut-être pas forcément ici, c'est voici un petit défaut là, un petit trait là. Voilà. Mais suivant les scènes, suivant la taille de la scène, la complexité, ça peut devenir très crade. Et parfois on a besoin d'augmenter la taille du shadow map, donc de l'image qui est utilisée pour la projection des ombres. Sinon ça peut être très dégueulasse. Ça peut, je dis bien, hein. Après il faut donc changer les réglages par rapport à ce dont on a besoin. Donc par défaut on était à 250 et a priori c'est suffisant pour ce que l'on a à faire. On peut régler la densité des ombres. Là on a une seule lumière, donc forcément là c'est vraiment noir. Mais si vous allez voir, si je mets la densité à 50 et que je refais un calcul, vous voyez c'est plutôt gris là. Voilà, donc je laisse à 100. Et vous avez deux choses, vous pouvez rechanger le type d'ombre ici, c'est le même réglage que celui qui est dans général. Quand vous changez dans l'un, ça change dans l'autre. Si je passe ici en Ray Traced, en tracé de rayon, que je viens dans Shadow, là je suis en Ray Traced. Voilà. Donc je vais revenir en Soft Map, pardon, en Shadow Map. Et vous avez juste un petit truc qui est amusant ici, c'est le Outline Shadow. Vous allez voir l'effet que ça donne, voilà. Ça fait juste le contour des ombres. C'est assez étrange, je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin bon. Ok. Donc là, bon, on a des ombres par défaut qui sont ce qu'elles sont. Elles sont pas forcément super top, mais déjà au moins on a des ombres. Et puis pour avoir peut-être quelque chose d'un petit peu plus sympa, je peux descendre cette lumière, la mettre là. Et maintenant je vais la dupliquer. Donc j'appuie sur CTRL. Je vais utiliser la petite flèche rouge là et je duplique cette lumière de ce côté-là. Et puis je vais changer un petit peu leur position. Celle-ci va être un peu plus en arrière et celle-ci un petit peu plus en avant, en considérant que la scène est vue. Vous voyez le trait bleu là, profondeur du Z là-bas au fond. Si la base de vue de la scène c'est ça, ou un petit peu incliné comme ça, là on va avoir un double effet d'ombre, donc, puisque voilà. On a des ombres qui commencent à se croiser, on voit les ombres ici, là, et ça commence à être un petit peu plus chargé, comme on dit. Même si là on a des effets d'éclairage là sur les boules qui sont pas super top, puisque c'est vraiment des lumières un petit peu brutales quoi qui se croisent. Et là on a un effet un petit peu étrange. Enfin bon, c'est comme ça. Ensuite on peut voir vite fait. Je vais désactiver la deuxième. Alors light, celle-ci je vais l'appeler light 2. Je vais désactiver la deuxième. Et je vais revenir sur la première, puisqu'on va la transformer en, au lieu d'un type Omni, on va la mettre en Area. Alors Area, comme on le voit là, c'est une lumière qui a une certaine surface. Alors le fait que la lumière ait une surface, ça provoque un certain nombre de choses. Si je la laisse comme ça et que je fais un rendu, vous voyez, ça éclaire d'un côté et de l'autre, d'abord. Alors ça peut être embêtant. Donc, et par contre, on a bien les ombres. Hein, mais comme vous le voyez aussi, maintenant, quand je clique sur rendu, il met un petit peu plus de temps à réagir. Alors, on a des ombres qui sont sympas. Maintenant, en général, quand on a une source de lumière, sauf si c'est une ampoule sphérique, donc enfin un bulbe, un bulb light, on n'a pas de la lumière qui part partout comme ça. Par exemple, si vous avez un néon, ce sera un néon qui sera dans un boîtier avec des réflecteurs, et vous aurez plutôt une lumière comme ça avec une source plane, on va dire. Et pour le coup, là, celle-ci, je vais la tourner de 90 degrés dans ce sens-là, alors moins 90, peu importe. Et comme on l'a vu, la lumière, elle éclairait... Ah, attendez, avant de la tourner, je fais annuler, puisque comme on a vu tout à l'heure, ça éclaire des deux côtés. Alors il y a alors c'est pas une astuce, hein, c'est une option.
dans General sur ma lumière qui se trouve où? Dans Détail, je crois. T'es où? C'est un truc qui permet de lui dire éclaire que du côté Z de la lumière. Visibility? Non. Shadow, non. C'est dans Général. Je sais plus où c'est. Je suis perdu. Ah oui, c'est là. C'est dans Détail. C'est là en bas. Elle n'est pas alignée sur les autres. Là, elle est sur le côté. C'est Z Direction Only. Voilà. Quand on l'active, la lumière est émise uniquement sur l'axe Z de notre objet, pas de la scène, hein, l'axe Z de l'objet. Donc si je fais pivoter ma lumière comme ça à 45 degrés de ce côté-là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais la pivoter plutôt pour qu'elle éclaire depuis la gauche. Donc là, en fait, je suis en train de faire des rotations sur l'axe de la lumière. Si je veux faire une rotation de cette lumière, mais sur l'axe X, Y, Z de la scène, on va utiliser cette option là en haut, Coordinate System. Le raccourci c'est W parce qu'on s'en sert tout le temps. C'est la touche W qui est sous nos doigts quand on a la main gauche sur le côté du clavier. Donc j'active cette fonction pour utiliser les coordonnées de la scène. J'appuie sur majuscule et je tourne ma lumière de moins 90. Voilà. Je peux enlever cette option maintenant. Non, je vais la remettre parce que je vais déplacer ma scène. Voilà. Et là, on a donc une area light, une lumière qui a une certaine largeur, qui va éclairer la scène. Donc, puisque cette lumière a une certaine largeur, on va avoir des ombres plus diffuses. On le voit relativement bien là. Là, vous voyez, c'est adouci. C'est adouci, parce qu'il y a des rayons de la lumière qui passent à côté de la boule et d'autres qui ne passent pas, puisque la lumière est émise donc sur une surface, sur une certaine surface. Donc maintenant qu'on a cette area light, on va peut-être transformer l'autre aussi, la light 2. Je vais la mettre en general, donc area. Donc elle est grande par rapport à ma scène. Je vais activer dans details là en bas le Z. Voilà. Ensuite je vais la faire pivoter d'abord comme ça, de 90 degrés. Ensuite bon, elle, je vais la laisser à la verticale, un peu plus bas, un peu plus large. Par contre, je vais peut-être les écarter un tout petit peu les deux, comme ça. Maintenant, on va revenir voir ce que l'on a là. Voilà, rendu. Alors maintenant, avec deux area light, alors je sais même pas si sur la deuxième, si j'ai activé les shadows. Est-ce qu'on a un type de shadow particulier là, soft map? Alors là, si on utilise les sur mes lumières, alors, je vais prendre la une, je vais la mettre en shadow area, je vais couper la deuxième et on va regarder ce qui se passe. Donc vous voyez que là on a encore une ombre qui est quand même assez franche. Après il y a un truc, je voudrais voir si on peut le voir comme ça. Non, c'est la source utilisée quand on utilise des area shadows. Bon, pour l'instant on va laisser les deux. Je vais les mettre en area shadows, on verra ça plus tard. Le mode area shadows est assez rapide. Par contre, on a des ombres qui sont moins belles que si on se met en ray traced. Alors ici en ray traced hard, oups, j'ai quitté. Pardon. Moins belle pour le coup ici si on n'est pas en ray traced mais en map. Vous voyez là en soft, en shadow maps, c'est très diffus. Et pardon, je vous ai dit moins belles, non, elles sont plus belles en area.
Par contre, quand on est en area, on voit pas d'ombre dans la vue de travail. Voilà. Là, je trouve que c'est plus beau, c'est un petit peu plus corsé. Bon, maintenant, on va ajouter des textures un petit peu pour commencer à se rendre compte. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne les textures, on va pas faire compliqué, on va pas rentrer dans le détail de l'édition de ce qu'on appelle les UV, c'est-à-dire les coordonnées de positionnement des textures sur les différentes faces des objets. On va faire simple. Pour faire simple, on va aller dans la librairie qui se trouve dans le Asset Browser ici, au Shift F8. Alors, je vais la déplacer là à gauche. Voilà. On va simplement aller dans la librairie et puis on va utiliser des matériaux standards. Je pense qu'on va trouver ça dans Materials ici. Et il faut aller là en bas, puisque les matériaux qui se trouvent là, la première série, si on met la souris là au-dessus, on a le petit cube Redshift là, qui nous indique que ce sont des matériaux Redshift. C'est dommage d'ailleurs qu'il faille mettre la souris dans cette zone-là pour voir que c'est du Redshift. Mais enfin bon. Donc il va falloir descendre ici dans Standard and Physical. Alors nous on va utiliser du standard, mais quand il dit Standard and Physical, c'est des matériaux qui marchent pour les deux, à la fois standard et à la fois physical. Alors pour refaire un peu la scène telle que je l'ai faite moi dans mes rendus, on va utiliser du bois d'abord. Donc là en bas on a wood et on a différents types de bois. Alors pour appliquer une texture à un objet, c'est relativement simple. Par exemple, j'ai mon objet là qui s'appelle Bull Ground, qui est un boolean, donc c'est le sol qui a été coupé. Il suffit en fait de glisser une texture que vous prenez là vers l'objet. Avant ça, il se peut que vous ayez le petit nuage là avec la flèche, qui veut dire que cette texture n'a pas encore été chargée. Donc vous pouvez cliquer sur le petit nuage pour la charger, ou vous pouvez glisser directement une texture sur un objet, soit dans la scène ici, soit dans la liste. Hop, là il la charge, et on a ce petit tag qui vient d'apparaître, qui est un material tag, donc qui fait le lien entre mon objet et la texture que l'on a sorti de la librairie, qui maintenant est dans la scène. Alors, ici j'ai choisi une texture, bon elle a la gueule qui est là. On peut d'ores et déjà faire un rendu ici, Render View, et voir que le rendu, voilà, il est légèrement différent de ce que l'on a dans le viewport, mais on commence à avoir quelque chose. Alors, cette texture a certains paramètres, comme la taille à laquelle elle s'affiche, par exemple. Parce que là on dirait que le bois il a des veines monstrueuses. Donc on va pouvoir régler ça, mais comme je vous le disais, on ne va pas faire compliqué ici. On va pas rentrer dans l'édition complète des UV. Alors l'édition complète des UV, pour vous montrer un peu ce que c'est, je vais prendre le Texture UV Editor. Et ici je vais choisir, je vais rajouter juste texture, voilà. Ici je vais rajouter un mapping, material tags, attendez, dans material tags, ah oui, alors bon, je peux pas vous montrer ce que je voulais vous montrer parce qu'il faut utiliser un objet éditable, alors que là je suis dans un objet paramétrique. Pour vous le montrer, je vais prendre un cube que je vais rendre éditable. Attendez, avant de le rendre éditable, je vais juste changer sa taille, histoire de voir ce qui se passe. Bon, j'ai fait comme ça, mais on va mettre 30, 30, 30. Je vais le remonter un peu, je le rends éditable ici. Je vais le déplacer là. Et non, plutôt faut qu'il soit éclairé, donc on va le mettre là. Donc maintenant je retourne dans le Texture UV Editor, voilà,
et en utilisant ici texture UV map, parce qu'on peut prendre un canvas qui est vide, empty canvas, on peut prendre une grille pour avoir un aperçu de ce qui se passe. Alors ce qui se passe ici, c'est que par défaut, chaque face de mon cube a été mappée des coordonnées 0,0 en bas à gauche de l'image, puisque ce que l'on voit là, c'est une image en fait. Hein. C'est comme un fichier JPEG ou TIFF ou autre, hein. C'est une image. Donc cette texture, cette image a été mappée sur chaque face du cube en respectant les coordonnées du coin inférieur gauche ici à 0,0, au coin inférieur droit ici à 1,1, qui correspondent aux coordonnées de l'image qui vont, c'est indiqué, hein, de 0 à 0,1 ou à 1, 0, 1 en X, 0 en Y, et à 1,1 là en haut. Et on a des coordonnées, des pixels intermédiaires. Et alors, l'édition des UV, ça consiste par exemple à choisir une face et à venir, bon, avec les outils standards, déplacer par exemple la projection d'une image sur une face. Alors, on peut la déplacer, on peut la faire pivoter. Alors, je sais pas si... Ouais, il pivote autour du coin le plus proche. On peut la faire pivoter, on peut changer son échelle. Je vais la redéplacer à nouveau. Et comme vous le voyez, ça c'est de l'UV, ou c'est de l'UV mapping, c'est-à-dire qu'on indique précisément à l'objet qu'est-ce qu'il doit prendre dans la texture originelle, puisque ça part d'une image, et comment on l'applique. Alors le problème, c'est qu'ici on a un objet, là, le sol, qui est pas un objet éditable, c'est un objet paramétrique, donc on va pas pouvoir éditer ces coordonnées UV directement dans l'UV Editor, mais on a quand même dans les paramètres du tag de la texture, on a des indicateurs d'UV. C'est-à-dire que, alors, on le voit un petit peu là en dessous, on a de la texture en dessous, on a de la texture sur le bord là, même si on le voit pas très bien, là on a une espèce de bump et ça brille un peu. Et puis là, bah, on voit une espèce de bois qui brille, hein, bien lustré et verni. Et quand on clique sur ce tag là, on a des paramètres en bas. Dans les attributs, on a des paramètres qui permettent quand même de faire quelques réglages sur les UV. Et de lui dire, par exemple, utilise les UV qui sont déjà prédéfinis dans l'objet. Alors, il y a déjà des coordonnées UV définies dans l'objet parce que c'est un objet qui est construit à partir d'autres objets, par exemple de cubes. Voilà, ces cubes sont assemblés pour faire une croix, ceux-là. Voilà, on a la croix là. Et ensuite, j'ai une grande plaque. Et ensuite, je supprime la croix de la plaque. Mais cette plaque, elle aussi, c'est un cube. C'est un cube et par défaut, quand on utilise un cube, il a des coordonnées UV et éventuellement W qui sont affectées automatiquement. Et là, quand on fait la soustraction des deux, la grande plaque moins la croix, on obtient donc cet objet là, que vous voyez, qui... tiens, c'est bizarre, on n'a pas le... J'avais pas fait attention, mais on n'a pas l'intérieur. Pourquoi on n'a pas l'intérieur? Voilà, si je mets ici en Create Single Object, on a l'intérieur et vous voyez le mapping est différent ici parce qu'il est repris de la croix. Les UV sont dits différents. Alors on peut faire un petit travail de mapping UV directement à partir de l'objet. Alors je vais quitter le mode solo ici, ou pas, non je le laisse. Ici, si je clique sur ma texture, je peux faire quelques éditions. Je peux par exemple dire je veux une projection mapping. Alors par défaut, on a les coordonnées UVW qui sont affectées lors de la création des objets, mais je peux faire un mapping depuis la caméra. C'est-à-dire que c'est comme si l'image était projetée vers l'objet depuis la caméra. Le problème, c'est que on n'a pas de caméra ici. Donc il faudrait créer une caméra. On va voir vite fait Create Camera. Et si j'utilise la caméra et que je reviens ici dans la texture, Camera Mapping, et si je change
Non, écoutez, on va pas insister sur le caméra mapping. Là, je veux pas qu'on perde de temps avec ça. On verra ça une autre fois. C'est une technique très spéciale. On peut faire une projection sphérique. Donc c'est comme si en fait l'image était projetée depuis une boule qui était au centre ou à l'extérieur, peu importe. Une projection cylindrique, une projection à plat. Et pour le coup, si on a une projection à plat, on peut là faire ce qu'on appelle un offset ici en bas. On peut déplacer les coordonnées U et les coordonnées V. Alors ici la V, ça correspond apparemment à la hauteur. Alors on doit le voir ici, voilà. Vous voyez, c'est comme si je descendais ou que je remontais. Ensuite, on a un réglage d'échelle dans le length, UV. Alors, on n'est pas limité à 100%, hein, on peut augmenter, diminuer. Là, par exemple, ce qui serait intéressant, ce serait de diminuer... pardon. Ouais, enfin bon, là, c'est pas super intéressant avec cette texture-là. Ici, on est à plat, on peut se mettre en cubique. Donc, chaque côté, haut, bas, droite, gauche, devant, derrière est pris en compte. Et là encore, on va pouvoir faire des réglages pour voilà, déplacer notre texture, choisir une échelle dans un sens et dans l'autre. Alors le problème après, quand on diminue l'échelle, si c'est une image, on la voit se répéter. Et donc les paramètres longueur U, longueur V et tiles U et tiles V, c'est un peu la même chose. Tiles V, là c'est le nombre de répétitions. Je veux que dans cet ordre, dans l'axe V, ça se répète 2 fois, et dans l'axe U aussi, si je veux. Les deux paramètres sont associés. Et puis après, on a des paramètres de répétition. Quand on est à 0, ça se répète à l'infini, mais si je me mets à 1, on ne répète l'image qu'une seule fois. Donc si je la répète qu'une seule fois, il faut que je la mette au centre de mon objet et que je l'agrandisse. Voilà. Enfin au centre, il faut que je la mette sur un coin de mon objet et que je l'agrandisse pour remplir la zone que je souhaite remplir, quoi. Donc là ça devient un peu prise de tête à faire. Mais bon, on peut le faire comme ça aussi. Frontal, spatial. Bon, je reviens sur UVW mapping, sachant que quand on est sur UVW mapping, il utilise les coordonnées UVW qui ont été créées lors de la création des objets paramétriques, les cubes ici entre autres, et on a quand même des réglages de déplacement, d'échelle. Donc je vais pouvoir régler mon échelle. Alors les répétitions, je vais les remettre à 0, ce qui veut dire que ça se répète à l'infini. Je vais diminuer cette taille-là, diminuer cette taille-là, et puis voilà, si ça me paraît à peu près correct comme ça, je peux garder ça, je fais un rendu. Voilà. Donc ça c'est un rendu comme un autre. Hein. Ensuite on va faire la même chose. Ah oui, juste une chose importante. Là vous avez un tag qui dit qu'il y a un matériau associé à cet objet. Si j'en prends un autre, si je prends par exemple cet autre bois qui est plus sombre, je le charge là, si je le glisse sur mon objet, on voit qu'il se rajoute à l'autre. Alors, des fois on a des petits délais quant à la mise à jour de l'interface, où parfois on a des textures qui sont pas directement visibles dans l'interface, puisqu'elles peuvent être procédurales. Donc si je fais un rendu, je vais voir, voilà, j'ai bien le bois qui était prévu, pour ainsi dire, mais pour l'instant je le vois pas dans mon interface. Par contre, on voit apparaître un truc intéressant ici, avec ce bois qui est laqué, c'est les petites réflexions de lumière là. On va y revenir dans une seconde, je relance le calcul. Voilà, ça c'est assez étrange, on va y revenir dans un instant, ne vous inquiétez pas. Non, ça rame un peu. Ah ok, il ramait pour essayer de créer la texture dans le viewport. Pour remplir le viewport. Et alors par défaut on a une réflexion dans cette texture, on dirait qu'on voit des arbres et un soleil là à l'envers. C'est uniquement des réflexions, c'est des réflexions artificielles qui font partie de la texture et pas de notre environnement de visualisation. Alors ce que je voulais vous dire, c'est quand vous
empiler des textures ici, c'est toujours la dernière qui est utilisée, parce qu'elle vient remplacer la précédente. Quand je dis la dernière, c'est celle qui se trouve à droite. Regardez ici, si je rajoute une texture bambou, j'ai remplacé, pardon, j'ai glissé sur l'autre là. Je vais faire CTRL Z. Si je rajoute un bambou sur l'objet, voilà, c'est le bambou qui est pris en compte. Si je déplace le bambou et que je le mets à gauche de celle-ci, c'est celle-ci qui est prise en compte. En fait, ici, on peut mettre plusieurs textures parce qu'on va pouvoir découper notre objet en morceaux et lui dire, ben, sur tel morceau, tu utilises telle texture, sur tel autre morceau, tel autre. Mais si on les aligne comme ça, c'est parce qu'on peut en mettre plusieurs. Il va falloir ensuite, ici, dans la partie sélection, leur affecter une sélection. C'est-à-dire, par exemple, cette texture, elle est utilisée pour la partie supérieure, telle autre texture pour les bords. Mais ici, on ne peut pas faire de sélection parce qu'on n'a pas d'objet. L'objet n'est pas éditable. Bon, c'est pas très grave. Mais donc, je voulais juste vous dire, ne vous inquiétez pas, si vous en empilez plusieurs, vous pouvez sélectionner celles que vous ne voulez pas et vous les supprimez. Vous cliquez dessus, vous supprimez au clavier, supprime, voilà. Alors si je garde celle-ci maintenant, pour cet objet-là, pour mon objet qui est au centre ici, donc c'est cet objet-là, c'est bien ça, voilà. Lui là, je vais lui affecter par exemple, bah tiens, je vais prendre le premier là, le H, que je vais mettre là. Alors, je ne le mets pas dans le nul qui se trouve au-dessus, quoique, je pense que là, il est en train de pré-calculer pour pouvoir me faire un rendu dans le viewport. Ça se met à ramer. Voilà, on a une prévisu dans le viewport. Et à la limite, je trouve que c'est pas si mal si je fais un calcul. Ça aurait pu être pire. Bon. Et maintenant, pour les boules, on va... alors, je voulais juste vous montrer, si je mets la texture sur le nul là au-dessus, pardon, que je refais un calcul, c'est la même chose parce qu'en fait, il va utiliser la texture qui est là au top, sur le nul, enfin en haut de la hiérarchie, et il va la diffuser aux objets qui se trouvent en dessous, sauf si les objets en dessous ont leur propre texture à eux. Donc, si en dessous je mets celui-ci, vous allez voir ce que ça donne. S'il veut bien charger, je vais demander un calcul. Voilà. Celle que j'ai mis dans la hiérarchie, pour préciser, alors le nul, il dit, bon, les objets qui sont en dessous, là, vous avez telle couleur, sauf si vous en avez une autre, en gros. Enfin, telle texture, sauf si on vous en donne une autre. Donc je vais supprimer ici pour garder quelque chose de plutôt bambou clair. Ça s'appelle H. Je sais plus ce que ça veut dire, l'arbre H en anglais. Alors voilà, H3, c'est le frêne. Donc on a du frêne clair, et maintenant, ben, pour les boules, alors on va faire un truc, on va sélectionner toutes les boules. Je clique sur la première, j'appuie sur majuscule, je clique sur la dernière. Et je vais mettre, je sais pas, est-ce qu'on a quelque chose de mignon, un petit peu brillant peut-être, ce parquet là. Je glisse sur l'une des boules et en fait il l'affecte automatiquement à toutes. À toutes, et comme vous le voyez, elles ont toutes la même tête. Hein. C'est-à-dire que ça a été appliqué de la même façon. Donc si je fais un rendu, vous voyez, c'est assez différent de ce que l'on a dans le preview du viewport. Le bois est beaucoup plus sombre que ce que je pensais. En fait, bon, bah, il reflète un peu les deux lumières que j'ai mises là, on voit les points blancs. Mais il n'y a pas beaucoup d'éclairage ambiant, enfin, ce qu'on appelle l'éclairage ambiant. Donc je vais cliquer sur le premier, majuscule le dernier. Je vais supprimer ça, je vais mettre autre chose. Je vais mettre, je sais pas moi, ce parquet là. Le temps qu'il charge. On va faire un rendu. Vous voyez, c'est le problème avec les moteurs de rendu standard ou physical. Vu qu'on n'a pas la même chose dans le viewport et dans le rendu, à chaque fois on applique un truc, on croit que ça va être bon, puis quand on fait le calcul, on n'a pas du tout
ce que l'on pensait avoir. Donc là je fais Escape. Je vais resélectionner tous ces trucs et puis je vais prendre Cork que je vais glisser là. Alors, vous voyez, même si j'avais sélectionné là, premier, j'appuie sur majuscule, je sélectionne le dernier. Si je prends cette texture Cork et que je la glisse sur un des éléments, il la glisse sur un seul des éléments. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus pratique de les sélectionner tous, supprimer, ensuite on sélectionne les boules et j'applique comme ça, je refais un calcul, on va voir. Alors Cork, on dirait, je sais pas, une sorte de liège. Alors après, est-ce que dans ces textures on peut éditer des choses? Oui. Mais on va pas rentrer dans le détail de l'édition des textures. Néanmoins, si je double-clique sur une des textures ici, j'ai des paramètres là en bas. Et je vois que j'ai dans les textures, là j'ai une fusion. Je clique dessus, donc j'ai une fusion de deux choses. D'une image qui a une certaine couleur et d'un grain, un bruit, un noise, qui va rajouter ces petits pigments noirs, on va dire. Et après, on peut plus ou moins multiplier les deux pour avoir une boule plus avec plus de pigments et moins clair. Donc il y a différents. La petite flèche pour remonter d'un niveau supérieur dans l'édition. Bon, il y a différentes choses qu'on peut faire, mais là pour le coup, on peut pas directement changer la couleur. Il faudrait ajouter un paramètre. On va pas rentrer dans ce détail-là. Mais j'aimerais bien avoir quelque chose de plus sympa pour les boules là. Quelque chose de plus contrasté. Donc on peut aller, je sais pas, voir dans céramique. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Terracotta. Pourquoi pas, on peut essayer ça. Bon, je vais voir ce que ça donne. Ça donne un aspect un petit peu gomme. Ou c'est peut-être le côté poreux de la céramique. Je vous avoue que je sais pas trop quoi. Tiens, on va prendre ça. Non, carpet, non. Silk, de la soie. On peut essayer la soie, ouais, tiens. Silk, je vais mettre là. Après, on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes textures pour les objets. Pour les boules, là on voit que ça devient plus lent. Hein. En calcul, là ça commence à ramer. Parce que le silk, on voit tous les petits modules de calcul là qui restent coincés sur les boules. Donc silk, c'était peut-être pas un bon choix. Je vais rechanger une dernière fois. Je vais mettre satin. Je vais voir si ça va plus vite. Ça rame un petit peu. Hein. Je vous avoue que là, je suis un petit peu en peine. Et si on essayait le carpet green là? Carpet, donc c'est un tapis ou de la moquette. Ouais, c'est marrant, on dirait des boules en mousse. Voilà. C'est mignon. Maintenant, je vais juste voir en double-cliquant sur une des textures ici. Je vais voir si je peux changer la couleur. Oui, a priori, oui, parce que on a une couleur de base avec un Fresnel qui fait juste un éclaircissement sur les bords. Donc on va pouvoir changer la couleur ici et mettre des boules rougeâtres. Ça marche ou pas? Non, c'est dans le Fresnel. Non, c'est ici que les couleurs sont faites. Donc là on va mettre un orange clair. Voilà, vous voyez le orange clair, il est autour des boules. Et là on va mettre un rouge plus dense, plus vif. Ok. Peut-être un petit peu plus sombre. Comme ça. Voilà, ça éventuellement, on va voir si le calcul est pas trop long. Ça va assez vite. Je vois qu'il traîne pas trop sur les boules. Un petit peu, mais pas trop.
Alors là, je considère à partir de là qu'on a un souci quand même avec les ombres qui sont quand même très très sombres, quoi. Alors, c'est la différence aussi entre le moteur de rendu standard et le moteur de rendu physique et les moteurs de rendu GPU comme Redshift ou Octane. C'est que dans le moteur de rendu standard, ici, on n'a pas beaucoup de diffusion de lumière. Normalement, la lumière, elle se reflète un peu de partout, dans tous les sens. Ce qui fait que là où il y a des ombres, c'est quand même pas complètement noir. Alors, il y a une chose qu'on peut faire pour lutter contre ça, c'est rajouter une lumière ambiante. Donc, on va aller dans Create Light. Est-ce qu'on a une ambiante par défaut? Je crois même pas. Je sais pas si c'est Infinite Light ou si au contraire l'Infinite Light elle a une direction, c'est pas grave. On va aller dans General et pourtant il me semblait qu'on avait un... On va se mettre en Omni et voilà, c'est là en bas, Ambient Illumination. Cette lumière, c'est juste une lumière ambiante. Donc là elle est forte. On voit si je fais un calcul, donc j'annule, escape. Là elle est forte, donc on va descendre son intensité par exemple juste à 10%. Je pense que ça va rester, ça va être encore trop, mais... Ah non, je disais c'est trop, non, c'est peut-être pas si trop que ça. Vous voyez qu'on a toujours des ombres quand même denses. Donc je vais mettre 25% d'ambiante. Alors le problème de l'ambiante, c'est que ça éclaire tout, hein, ça rajoute de la lumière partout. Et notamment aussi sur les reflets. Mais vous voyez qu'on a des ombres moins noires, là. On distingue un petit peu le fond de notre objet. Maintenant, on va revenir sur cette bizarrerie de cette lumière-là qui se reflète de cette façon étrange. Et je vais réduire la taille de la fenêtre de rendu. Voilà. Donc on a cette lumière qui est une area light, donc une lumière sur une certaine surface, et on a un certain nombre de petits points qui se reflètent. C'est parce que pour simuler le fait que c'est une lumière qui a une certaine surface, en fait ce que fait le moteur de rendu, c'est qu'il dit, bon en fait c'est plusieurs lumières les unes à côté des autres. Donc on a deux façons pour améliorer ça. Ce qui se passe avec ces plusieurs lumières les unes à côté des autres, ici sur cette light 1, que je vais essayer d'agrandir. Où est-ce que c'est? C'est là. Vous allez voir que si je l'agrandis et que je refais un rendu, on va avoir un nouveau... voilà. Là, c'est comme si le nombre de... Enfin, on a le même nombre de lumières, mais elles sont dispersées, puis un petit peu aléatoirement. Si j'augmente encore plus la taille de ma lumière ici... Ah oui, parce que je suis en mode face, là. C'est pour ça que je me disais, j'ai pas les petites lignes jaunes, là. Faut que je revienne en mode modèle. Voilà, pour pouvoir le faire directement ici dans la vue. Je refais un rendu, et vous voyez, on a ces tas de petites lumières, là, qui sont étalées. Bon, en fait, ça permet donc, c'est un tas de sources de lumière qui vont créer un certain nombre d'ombres. Et en fait, c'est la méthode, si vous voulez, utiliser pour obtenir des lumières avec des lumières qui ont une certaine taille. Et donc ça crée ce problème. Et ici, dans les détails de la lumière, on a samples. Alors soit on augmente le nombre d'échantillons, et vous allez voir que si je passe de 40 à 200, le nombre, on voit qu'on a déjà beaucoup plus de petits points. Alors le problème, c'est que chacun de ces points, c'est une source de lumière, donc ça rajoute du temps de calcul en plus. Et là, pour bien faire, il faudrait peut-être monter, je sais pas, sans doute à 1600. 1600, il veut pas. Non, on est limité à 1000. Et le problème, c'est qu'à 1000, je les vois encore, quoi. Bon, mais ne vous inquiétez pas, on a un autre truc. C'est que on va augmenter, donc on était à 40 au départ, on va augmenter juste à 100. Et on va ajouter cette fonction qui s'appelle add grain. Alors c'est marqué entre parenthèses slow, faites attention, c'est lent.
On va essayer, on fait le rendu, et là on voit en fait qu'on a que nos 100 sources, et qu'il a ajouté un grain, donc une diffusion, une espèce de bruit pour diffuser un peu cette source. Et là c'est beaucoup mieux, et je pense même qu'on peut redescendre à 50 échantillons, ce qui calculera cette lumière 2 fois plus vite. Alors moi j'aime bien le petit grain que l'on voit là, ça me dérange pas. Alors par contre, si on s'amuse à tourner autour de la scène, on va avoir le même problème sur l'autre. Voilà, on a le même problème sur l'autre, donc il faut faire la même chose. On va mettre 50 échantillons et on va ajouter du grain. Et comme ça on aura quand même le reflet de l'autre lumière là-bas. Voilà. Alright. Bon, ça commence à s'améliorer un peu. Donc ça c'est réglé. Maintenant, on va mettre une caméra, je pense, et puis on va programmer pour que la caméra tourne autour de la scène pendant que notre animation dynamique se joue. Donc la caméra. Alors, d'abord on va fermer cette fenêtre du manager de Cinema 4D, et puis on va venir se placer, clic du milieu, en vue de... Enfin peu importe, je veux les vues de côté et de haut, on va dire, parce que je vais créer une caméra, donc dans Create Caméra, voilà, et là j'ai une caméra, et bizarrement, enfin bizarrement, non, Cinema 4D crée toujours une caméra comme ça avec certains angles, avec des angles, je comprends pas. Donc on va remettre les angles à 0 ici dans les paramètres de la caméra, et comme ça, vu de dessus, voilà, on voit que notre caméra, donc elle est ici, et puis on peut la placer à peu près au centre. Alors on va mettre justement X0, Y0, donc elle est descendue là au niveau du plateau, donc on la remontera à la main plus tard, et Z on va mettre moins 150. Voilà, donc la caméra est ici. Alors pour voir ce que ça donne, on va ici dans caméra, use camera, caméra, hop. Ou alors, si je reviens sur ma caméra par défaut ici, default camera, voilà, on peut cliquer directement sur le petit bouton là qui dit cette caméra est active. Voilà. Et ça donc c'est ce que l'on verra au rendu. Alors concernant la création de la caméra, il peut y avoir quelque chose un peu bizarre. Vous voyez que moi ma caméra, donc j'ai son icône et j'ai juste la caméra. Alors c'est parce que je l'ai créé dans la vue de front ou top ou right. On active la vue et on crée une caméra. On va en faire une autre. Pardon, create camera. Voilà, j'ai une autre caméra, c'est exactement la même. Ok. J'annule. Si vous venez dans cette... Enfin, vous désactivez la vue de la caméra ici, ou alors dans le menu caméra, si vous venez sur la default caméra et que vous orientez votre caméra, peu importe comment, et que là vous allez dans create camera, vous avez une caméra en fait qui vient d'être créée, et vous voyez que sa représentation là est différente de celle que j'avais avant. Elle, on voit un cône, enfin, le cadre de visualisation. C'est parce qu'en fait on va voir, voilà, si j'active cette caméra ici, il a créé une caméra à partir des paramètres de la vue de caméra par défaut. Donc il a créé cette caméra, je peux la rendre active, et comme vous voyez c'est exactement, caméra 1, c'est exactement la même vue que j'avais dans Default Cam Camera. Et notamment dans les paramètres qu'il a récupérés, il a récupéré ces paramètres qui peuvent être utiles pour la profondeur de champ, pour la
comment dire, l'angle. J'ai oublié comment ça s'appelle. La focale, voilà. Donc ça, c'est des paramètres qu'on peut de toute façon régler à la main. Mais c'est vrai que quand on crée une caméra directement depuis la vue par défaut, on a ce système, cet assemblage un petit peu plus complexe que cette simple caméra que l'on a ici. Parce que la caméra que j'ai ici, même quand je l'ai créée, la première, que j'étais dans la vue de front, il m'a donné des coordonnées, enfin une rotation un petit peu étrange. Mais ce qu'il a fait, c'est que puisque j'étais dans la vue de projection front, il a mis cette première caméra que j'ai créée en mode de projection front. Et moi, je veux un mode perspective. Voilà. Et en activant le mode perspective, maintenant, j'ai bien les paramètres là de la focale et de la profondeur de champ, etc. Alors, je vais supprimer la caméra 1. Je vais garder maintenant la 2 qui est en mode perspective, enfin la 2, non la 0, qui est en mode perspective. Je vais juste ramener voilà, ce point là ici. Vous savez quoi, je vais l'éloigner même. Je vais l'éloigner un peu. Je vais, voilà, j'indique le... Alors ça, c'est ce qu'on appelle c'est la distance de focus. Vous savez, quand vous prenez une photo et que vous faites le point, c'est la partie qui va être la mise au point, elle se fait ici. Ensuite, par rapport aux autres paramètres de la caméra. Maintenant, si j'utilise cette caméra dans cette vue-là, ben, ce que je vois, c'est pas intéressant. Mais pour l'instant, j'ai fait exprès, c'est parce que on va piloter la rotation de cette caméra à partir d'un objet qui va être au centre. Et on va créer un nul. Donc je crée là nul, je vais l'appeler nul.cam. C'est ma petite habitude. Donc ce nul, il est au centre de la scène. Et maintenant, je mets la caméra à l'intérieur. Et très facilement maintenant, à partir du nul cam, si je modifie ces coordonnées de rotation, alors je sais pas dans quel... voilà. Ici sur P, vous voyez, sur P, je peux monter et choisir l'angle. Par exemple, je vais me mettre à moins 30. Maintenant, je voudrais que la vue soit plus serrée. Donc ça, je vais le régler dans les paramètres de la caméra. Donc je sélectionne ma caméra. Alors, c'est ici, donc Field of View, dans le champ, voilà, il est plus serré, on a un effet avec moins de perspective, hein, quand on utilise une caméra comme ça, que l'on met loin et on zoome. On a moins d'effet de perspective que normalement. Et ensuite, eh ben, pour animer notre caméra, on n'a plus qu'une simple chose à faire, c'est d'utiliser le nul pour le faire tourner autour de la scène. Voilà, en animant les clés. Donc je vais revenir au début de mon animation. Ici dans le nul cam coordonnées sur RH, je vais créer une clé à 0. Je vais avancer, je sais pas, à l'image 500. Et je vais mettre 2 tours, on va dire 270 degrés. 270. 360 et 360, ça fait l'inverse, c'est 720. C'est pas 270, c'est 720. Voilà. Et donc on était à l'image 500, donc je vais réduire mon anime là pour me mettre à l'image 500 au maximum. Et maintenant, on va voir que voilà, la caméra se met à tourner, elle accélère, puis elle ralentit pour revenir là où elle était au départ. Elle a fait 2 tours complets. Ces 2 tours complets sont mignons, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ces 2 tours complets sont mignons. Ah si, j'ai vu un truc là, il me semble qu'il y a une, voilà, il y a une lumière de trop. Vous voyez, on a une lumière là-bas. Si je reviens en arrière, on en a une là. Et on en a une autre là. Donc on a en fait notre ambient light qui se trouve ici. Et apparemment ça doit être elle. Non, ça c'est pas l'ambient. Elle est où l'ambient light? Celle-ci, j'ai oublié de l'appeler amb. Elle est au milieu. Ah non, c'est pas elle, c'est bien, non, c'est le... Il y a un truc qui m'échappe là, je comprends pas cette lumière là.
Bon, écoutez, c'est les joies du viewport, hein. Des fois, ben voilà, il y a des trucs. Là pour le coup, je sais pas si c'est une lumière par défaut. Si je vais la désactiver dans les options de rendu, la lumière par les lumières, les default lights, non, ça change rien. Donc je vous avoue que pour l'instant, je ne sais pas à qui on a affaire là. Si je les coupe, 1, 2, 3, il remet les lumières par défaut. Bon, ça y est, je sais, ça doit être dans la texture de ce bois là. Dans la texture de ce bois, on doit avoir dans réflectance, on doit avoir une réflexion qui doit être créée. Dans viewport, on doit avoir une réflexion qui est créée par une image qui contient une espèce de soleil, je pense. Je fais display default camera. Oui, vous voyez, en reflet dans cet objet, on a l'impression, comme je vous disais, là, de voir des arbres ou des trucs comme ça, et on a un soleil là-bas qui se couche derrière les arbres, en reflet. Bon, ça nous intéresse pas, c'est pas très grave puisqu'on le verra pas au rendu. Donc là, je reviens sur la vue de caméra. Pour l'instant, donc je travaille ma rotation. Alors, soit je laisse comme c'est-à-dire que ça accélère au départ, la rotation, puis ça va ralentir en arrivant à la fin. Soit je préfère avoir une anime continue. Alors le problème c'est qu'ici on ne pourra pas faire une boucle parce que arrivé à la fin les boules ne seront pas au même endroit, sauf si on a programmé un truc spécial pour ça. Mais là donc par défaut l'animation de notre nul quand il tourne là, il est comment dire, il y a ce qu'on appelle en anglais un ease in et un ease out, il y a un lissage avec une accélération. Donc je sélectionne ce paramètre, je clique sur le bouton là en bas, ou bien, enfin donc pour accéder à la timeline, ou bien Shift F3, ou bien Windows Timeline Curves, séparé, voilà, j'ai une fenêtre là, là j'ai mon nul cam qui est sélectionné, alors il faut que je me déplace un peu à l'intérieur, hein. En appuyant sur Alt, bouton du milieu, je déplace, droite-gauche, Alt, bouton de droite, on peut dézoomer verticalement et horizontalement, voilà. Donc vous voyez là, on voit la courbe, là ça va. Donc l'angle change, donc dans le nul cam, la rotation H passe de 0 à 220, entre l'image 0 et l'image 500, et puis ça accélère tout doucement au début, puis ça ralentit à la fin. Si on veut pas avoir ça, on sélectionne les deux clés là, et on utilise cette fonction linéaire, hop, et comme ça on a un mouvement linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération, enfin dès le départ il a sa vitesse d'animation qui reste constante tout le long. Autre chose, vous voyez que sur mon interface, j'ai les 4 vues qui se rafraîchissent en même temps. C'est peut-être pas le cas chez vous, et ça vous le trouverez dans Edit Preferences, dans, non, je sais pas si, je sais jamais si c'est dans Interface ou Viewport. Peut-être Viewport Display. Voilà, dans Viewport Display, vous avez Playback in all views, jouer dans toutes les vues. Si vous le désactivez, il ne jouera la scène que dans la vue sélectionnée, par exemple celle d'en haut à gauche là. Ou si je clique là en bas, hop, c'est celle-ci qui est animée. Oula, ça permet de faire de l'économie. Quand on a des scènes chargées, on n'a pas forcément besoin de voir les autres fenêtres être animées. Alors, c'est intéressant de voir que par exemple dans des logiciels comme 3ds Max, on peut définir quelles sont les fenêtres qui sont animées, celles qui ne le sont pas, et on peut en avoir autant qu'on veut. Ici on a juste le choix, c'est toutes ou une seule à la fois. Bon, ok. Alors toutes puisque la scène n'est pas trop compliquée. Bon, maintenant que je vous propose, vu que notre caméra est bien sélectionnée ici, alors faites attention parce que quand la caméra est sélectionnée ici, c'est-à-dire dans display, dans caméra ici, use camera, pour bien savoir de qui on parle, je vais l'appeler my camera. Voilà, comme ça vous voyez qu'on voit my camera, et le problème ici c'est que si vous déplacez la vue là, en appuyant sur Alt, bouton du milieu, et que vous vous déplacez, eh bien vous venez de déplacer la caméra. Et franchement c'est le truc qu'on veut pas.
Donc là je fais CTRL Z, mais c'est toujours embêtant. Alors, il y a un truc qu'on peut faire, c'est bloquer la caméra. Alors c'est pas toujours très pratique, mais on peut aller par exemple clic droit sur la caméra ici dans Tag. Je crois que c'est dans, je sais plus si c'est animation ou display. Camera tags, non, ça doit être dans render tags, display. Je me demande si ici on peut pas. Non, non, ça doit être, excusez-moi, CTRL Z. C'est un tag d'animation, je crois. Track modifier. C'est un tag qui correspond aux animations et qui permet de lui dire bah non, tu es bloqué sur tous les axes, quoi. J'arrive pas à le trouver, laissez-moi une seconde. Ah voilà, c'est dans Ringing Tags. Et je crois que c'est Protection. Voilà. Et dans Protection, maintenant que la caméra elle a ce tag, par défaut, tout est activé en mode lock. C'est-à-dire que les positions sont bloquées, X, Y, Z, bloquées sur les rotations HPB et bloquées les changements d'échelle avec lock. Ce qui fait que maintenant, si vous essayez de déplacer votre vue là ou de zoomer avec la roulette, ça ne marche pas. On peut rien faire. Vous pouvez essayer de sélectionner la caméra et vous ne pouvez pas la déplacer là avec les petites flèches. C'est un peu impossible, elle est bloquée. Alors, moi j'utilise souvent ça quand je n'ai qu'un besoin, qui peut être le cas par exemple ici, c'est de déplacer la caméra sur son axe Z. Je veux que le mouvement global et la rotation soient pilotés par le nul qui est au-dessus. Et si je veux déplacer ma caméra pour la rapprocher ou l'éloigner, je vais juste débloquer le Z ici. Et en utilisant... Alors ici je débloque le Z aussi. Ici, au lieu d'utiliser les coordonnées système, j'utilise les coordonnées de l'objet. Donc je désactive ce bouton s'il était activé. Et maintenant, comme vous le voyez, si je mets la souris sur la flèche bleue là, je peux déplacer ma caméra d'avant en arrière. Donc je vais pouvoir éventuellement créer une anime aussi avec ça. Mais là c'est juste pour le principe de vous montrer. On peut par exemple partir avec une caméra ici, on va se mettre à 0 à cette distance. Si sur la caméra ici je programme le Z, je mets une clé, je vais à 100 images, que je modifie le Z, si j'arrive à l'attraper, de ma caméra pour la rapprocher, comme ça, et que je crée une clé. On va cumuler, vous allez le voir là en haut, enfin là en plein écran, on va cumuler un mouvement de rotation avec la caméra qui se rapproche. Voilà. Je vais enlever ces clés, donc je vais aller ici sur Z, je vais faire un clic droit, animation, delay track. Je vais remettre moins 270 à la main, j'adore les nombres bien ronds, j'aime pas les virgules qui traînent. Voilà, et on a notre rotation qui est prête. Alors, pour l'instant, attention, puisque la simulation elle n'est pas en cache, donc quand vous avancez, que vous reculez, vous allez vous retrouver avec des trucs bizarres. Voilà, une boule qui est à côté de là où il devrait. Enfin bon, peu importe. On est presque prêt à faire un rendu. Je vais juste avancer un petit peu comme ça. Alors, il y a un truc que je n'ai pas fait là. Je peux éventuellement vous montrer. Vous voyez dans l'orifice là et l'orifice ici. Dans les previews que j'ai fait, j'avais mis une lumière orangée, voilà, que l'on voit un petit peu là à travers. J'avais mis une lumière, voilà, un petit peu orangée en dessous. Je vais pas me prendre la tête là pour cette fois. C'est ce que j'avais fait aussi dans la version Octane que vous verrez dans le tuto suivant. Là je vais pas me prendre la tête, on va juste faire le rendu comme ça. Si vous voulez mettre une lumière en dessous, allez-y, ne vous gênez pas pour moi. Bon là j'ai un rendu sur une taille un petit peu grande, donc c'est bizarre, d'habitude on a le timing là. Ah non, c'est dans le viewport qu'on a, dans le picture viewer qu'on a
le timing. Alors là, il nous manque une chose que j'ai dans les autres previews que j'ai fait, c'est la profondeur de champ. Donc la profondeur de champ, c'est Picture Viewer, voilà. C'est le fait que ce qui est plus près de nous est un petit peu flou, vous voyez. Ce qui est là au milieu est net, et ce qui est plus loin là-bas est flou. Alors, on peut le faire aussi, là, dans le rendu, avec le moteur standard. Alors, dans le moteur standard, c'est légèrement plus compliqué qu'avec le moteur physical, mais on peut le faire. D'ailleurs, on va le faire. Donc, on a une caméra, je reviens dans ces vues-là, et cette caméra a des paramètres, notamment, elle a ce point-là, qui indique le point de focale. C'est là où l'image va être nette, si des fois on lui demande de créer du flou. Alors, les paramètres se trouvent dans Physical, et c'est alors dans Physical et dans Detail. Pour le moteur de rendu physique, d'ailleurs on va voir, je vais prendre le moteur de rendu physique, Physical. Est-ce qu'il faut activer le Depth of Field, DOP, profondeur de champ, ça on l'appelle en français, en anglais, comme on veut. Donc il n'y a pas d'option. Peut-être ici dans Physical. Voilà, ici dans Physical, on a Depth of Field. Enfin, on est sur le moteur de rendu Physical, dans les paramètres du Physical, et là on peut activer le Depth of Field. Et le Depth of Field, si je fais un rendu là dans cette fenêtre-là, je crois qu'on ne voit pas le résultat. Il faut faire le rendu dans le Picture Viewer. En plus, il m'a pas rendu la bonne fenêtre, désolé. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus lent, même si c'est petit, ça n'a même pas démarré encore. Hein. Voilà, c'est parti. Alors là, perso, je vois pas de depth of field. Il faut, je pense, modifier un paramètre de la caméra. Donc je vais sur la caméra. Dans Physical, ici, c'est le f-stop qui est relié en fait éventuellement à un autre paramètre. Mais si je diminue le f-stop, je le passe, on était à 8, je le passe à 1. On va voir si on obtient un peu de profondeur de champ. Ah, il me semble voilà, qu'on commence à obtenir quelque chose. Alors, il faut beaucoup diminuer le paramètre parce qu'en fait la caméra est relativement éloignée avec un zoom. J'ai plutôt éloigné la caméra et j'ai fait un zoom. Donc ici on voit que l'image est un petit peu floue là. Et bien sûr elle l'est encore plus ici en bas, même si on le voit pas bien. On peut essayer avec un f-stop plus petit, c'est-à-dire que là on va de 22 à 1. Les objectifs qui ont des f-stop plus petits que ça, ça existe, mais ici on peut mettre 0.1.5 hein, pour voir ce que ça donne. Donc ça, comme vous avez vu, avec le moteur physique, il suffit d'activer le depth of field, d'aller dans les paramètres physical de la caméra et de régler son f-stop pour avoir la profondeur de champ qui nous intéresse. Ici par exemple, je peux trouver que le flou très accentué là il est intéressant. J'irai plutôt au lieu de 0,5 j'irai plutôt à 0,85 ou 0,90, mais bon ça peut très bien être intéressant, ça donne l'impression que ce que l'on voit est tout petit. Alors là pour le coup j'ai l'impression que ma caméra elle est un petit peu loin, mais bon c'est pas grave. Donc là je parlais du moteur physique, mais si on revient sur le standard, comme vous le voyez dans les options, on n'a rien pour activer le depth of field. Et par contre, on a ici dans Effets, alors il faut que je monte la fenêtre pour que vous puissiez voir le menu. Dans Effets ici, on a un depth of field, voilà, que je vais rajouter comme un effet secondaire. Donc c'est un effet qui s'applique après. Alors pour bien voir l'effet, je vais tout de suite mettre un blur strength de 40 à mon avis. Mais bizarrement, vous allez voir que si je fais un rendu, alors que j'ai bien mis un f-stop sur ma caméra qui est petit en plus, si je fais un rendu maintenant avec le moteur standard de cette fenêtre, s'il veut bien démarrer, hop, le rendu est fait, mais vous voyez qu'il n'y a pas de profondeur de champ. C'est parce que régler le f-stop ici avec le moteur de rendu standard sur les caméras, c'est pas suffisant. Il faut aller dans les détails
et il faut activer ces deux options, enfin une ou deux. Depth of Field, donc DOF Map Front Blur et Rear Blur. Le blur avant et le blur arrière. Alors, je vais essayer de vous montrer sur la vue de dessus. Si j'active ça, le front blur, on voit qu'il y a un trait qui vient d'apparaître là. Et on a ce point que l'on peut venir ramener ici. Voilà. Ce point, quand vous voyez, quand je le change, il modifie le end ici. Alors, ça permet de créer un effet de flou qui va du point de ce point-là, du point de focal, et qui s'accentue à 100% jusqu'à ce point-là. Et je peux déterminer où il est. Et donc là, on va avoir un effet de flou, mais c'est bien le truc, c'est que c'est un effet. Parce que si je fais le calcul, alors je vais mettre 100 ici pour être, voilà, comme je vous dis, j'aime bien les valeurs claires et nettes. Alors, laissez-moi juste changer le start pour voir, ok. On reviendra sur le start après. Je vais faire un rendu de cette vue. Bing. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais le flou, il est arrivé après. Alors, pour le coup, vous vous rappelez que j'avais laissé mon axe de caméra Z accessible. Ça tombe bien, je vais le modifier, j'ai envie de zoomer un petit peu là. Et par contre, je vais ramener le point de focale au centre. Je vais remettre un petit peu ce point là, comme ça ici. On va refaire un rendu. Mince, j'étais pas dans la bonne fenêtre. Alors, il y a une époque où quand on faisait un rendu ici, on n'avait pas l'effet qui s'ajoutait. Donc là, vous voyez que c'est net, et regardez bien la fin du rendu. Deuxième passe, ping, ça devient flou. En fait, en plus de l'image, il enregistre pour chaque point de l'image la distance. Et c'est un effet, c'est un filtre qui est ajouté après le calcul de l'image. L'avantage de faire ce type de flou, c'est que c'est souvent plus rapide au calcul, surtout avec un CPU, avec le processeur de l'ordinateur. Avec un GPU, c'est moins problématique. Les GPU le gèrent très bien ça. La profondeur de champ ralentit vraiment très peu les calculs avec un GPU. Donc là, si je reviens sur les paramètres de la caméra dans le détail, on s'était occupé du Depth of Field, DOF Map Front Blur, la partie qui est du côté de la caméra. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le bout de l'image n'était pas flou là. Donc on peut faire la même chose pour l'autre bout de l'image. Et donc au lieu de 1000, là, on va mettre 100. Voilà. Et maintenant, on a ce point-là qui indique que de là, ce sera net, et puis là, le flou sera maximum. Donc, je recalcule cette image-là. Vous voyez, c'est net, et d'un coup, hop, voilà, ça y est, c'est flou, là-bas au bout. Donc, une fois que ces paramètres de la caméra sont réglés, on peut encore aller jouer dans les paramétrages du moteur de rendu, ici dans les options, dans le moteur standard. Non, excusez-moi, ici dans les effets, dans Depth of Field, on peut accentuer cet effet, ici dans le Blur Strength. On peut l'accentuer jusqu'à 100. On va voir ce que ça donne. Donc ça, si vous voulez, c'est un atténuateur global. Lui, ce filtre utilise les paramètres de la prise de vue, et après, hop, il applique le filtre, et vous voyez que le fond de l'image là-bas est super flou, et là aussi. Et vous voyez qu'il a pris du temps pour faire le premier, et ensuite la partie du fond, et ensuite la partie avant. Donc là, c'est beaucoup trop flou, donc je vais descendre à 20, ça devrait faire l'affaire pour ce que l'on souhaite obtenir. Enfin, pour ce que je souhaite obtenir, pour le coup. C'est pas beaucoup. Allez, on va monter à 35. Et puis après, on dira que c'est OK. Voilà. Un petit peu flou ici, un petit peu flou là. Ça prend quand même un certain temps. Donc maintenant, on n'a plus qu'à lancer le calcul de notre animation. Donc on va sur Output, on choisit la taille. Alors là, on est en... Tiens, si on faisait un truc carré, mais pas trop grand, parce que je veux pas que ça prenne des plombes, je vais faire du 960 par 960.
une image carrée. Je vérifie juste dans mon anime que j'ai pas mon objet là, vous voyez qu'il sort, il sort presque du cadre, hein, à cause du cadrage, mais ça va, il ne sort pas. Et puis on va dire, donc tu calcules de l'image 0 à l'image 200. Ici dans Save, on active. Donc on met bien Save ici. Ici File, je vais choisir une destination. Donc je vais créer un dossier, je vais l'appeler Fun Balls tuto. Donc ça c'est le tuto 2. Je rajoute R underscore ST comme standard et R01. Donc c'est rendu moteur standard et c'est le rendu 01. Parce que si je refais un autre rendu à partir de cette scène, des mêmes paramètres et tout, je l'appellerai rendu R02. Donc je crée le dossier, je vais dedans, je change le nom de mon fichier là, funballs tuto 02 R ST, donc rendu standard, rendu 01. Je vais rajouter un underscore à la fin parce qu'on va avoir les numéros de séquence d'images qui vont se rajouter. Je fais save. Alors, est-ce que je veux l'alpha channel? Non, donc je ne l'active pas. J'ai pas besoin de transparence puisque ma scène est pleine. Et maintenant, je vais cliquer sur Render to Picture Viewer en sélectionnant bien. Alors, pour être sûr, vous pouvez vous mettre en plein écran sur la vue que vous voulez rendre. Là, je vais juste faire un save de ma scène. Save Project As. Donc de R01, comme ça je sais que c'est la scène qui m'a permis de rendre la séquence R01. Et je clique ici, Render to Picture Viewer, je vais le déplacer là. Il va lancer le rendu. Alors, malheureusement, ça va être un peu lent, puisque c'est du CPU. Alors, on peut voir là en bas... 25 secondes, et puis il a fait le filtre, 27 secondes pour 2 images. Donc 27 secondes pour 2 images. Si j'utilise ma calculatrice, 27 pour 2 images, donc vu qu'on a 200 images, on va faire x 100, divisé par 60, ça va faire 45 minutes. Ce qui, excusez-moi de vous le dire, est quand même relativement long, mais bon, je suis loin d'avoir un processeur de dernière génération. L'avantage souvent des CPU, c'est que de faire les rendus CPU, c'est que quand on passe la scène sur un autre ordi, il y a peu de chances qu'on ait des différences. Avec les GPU, les cartes graphiques, les moteurs qui utilisent les cartes graphiques, on peut avoir des différences parfois à cause des drivers de la carte graphique, parfois on peut avoir des problèmes liés à la quantité de mémoire disponible dans une carte graphique sur une machine, ou des cartes graphiques sur une machine, et la quantité de mémoire disponible sur les cartes graphiques d'une autre machine. Ça peut causer des soucis. Parfois on peut donc lancer les rendus sur deux machines qui ont des cartes, par exemple une 4060 RTX, une autre avec une 4090 Ti RTX, et sur la 4060 il va manquer des textures sur des objets, parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment de place en mémoire, parce qu'il n'y a pas assez de mémoire vive dans la carte. Mais ça c'est vraiment pour les grosses scènes. Donc écoutez, là moi je veux bien laisser le calcul se faire, mais je vous le montrerai peut-être, je vous ferai peut-être un petit add-on, parce que j'ai envie d'enregistrer un autre tuto là tout de suite, donc peut-être pas attendre 45 minutes, je vais voir. Allez, vous savez quoi, je mets ma vidéo de tuto en pause et puis je vais laisser quand même avancer un peu. Non, avant, petit truc quand même au passage. Après ça dépend de l'ordinateur que vous avez, de si la pièce est bien ventilée ou quoi, mais moi je vais vérifier les paramètres de refroidissement. Custom ici, ouais, bon allez, j'avais déjà boosté, parce que le problème c'est que les ventilos de l'ordi peuvent se mettre à, enfin les ventilos peuvent se mettre à souffler fort et le bruit peut être gênant.
Et idem ici pour mes cartes. Ah bah non, ici mes cartes graphiques elles sont off. Donc bon, j'ai ma carte graphique principale qui travaille un peu là, mais les autres sont off. Et on peut même voir les GPU fan 2, donc les ventilateurs du GPU 2 sont à 0, les ventilateurs du GPU 3 sont à 0. Et là en fait il n'y a que le processeur principal de ma machine qui tourne. Allez, je remets la vidéo en pause, à tout de suite. Bien, comme vous le voyez, j'ai fait preuve de patience. On a nos 200 images, j'avais calculé 45 minutes. Il en aura fallu 48. Et on va regarder ce que ça donne, on fait play. Ouais, un petit tremblement des sphères au début. Bon, voilà, il n'y a que 200 images hein, sur le... Puis un petit truc bizarre, là, il y a... Là, vous voyez, il y a un petit défaut sur les ombres, là. Je reviendrai là-dessus dans un autre tuto plus précis sur les lumières. Mais de toute façon, si vous utilisez... Enfin, vous allez très vite utiliser le moteur Physical. Et vous n'aurez plus ce genre de défaut. Voilà, ça le refait là à nouveau. Il y a une ombre étrange là, on la voit bien. Mais alors celle qui apparaît là, franchement, elle est pas belle du tout. Hein. Voilà, bon, c'est les petits aléas. En plus, c'est... il y a un filtrage spécial à cause de l'effet motion blur qui a été ajouté au rendu. Bon, voilà le résultat. Alors là, on a une image de 960 par 960. Donc on a dit qu'il avait fallu... Non, attendez, mais je vous ai dit 48 minutes... Si, c'est bien les données qui sont reportées en bas, c'est pas la durée de ma... C'est la durée de ma scène. 48 secondes. Oh, attendez, parce que je veux pas dire de bêtises, non, on est à 25 images secondes, donc ça c'est bien les... Enfin, bizarrement, il m'affiche là la durée dans le calcul. Bizarre, j'avais jamais fait attention. Si je change de scène, il m'affiche quoi là? 30, ouais, c'était ça. Et celle-ci, il a pas l'info. Et ouais, quand on fait des... Oui, c'est parce que je suis pas habitué, mais quand on fait des rendus sur Octane, on n'a pas cette info là. Mais ça se trouve, il a l'info là que parce que c'est ce qu'il a gardé en mémoire, pas de la dernière fois, mais du fait que ça a été calculé durant cette session de cinéma 4D. Bon, bref. De toute façon, si je regarde par rapport au fichier, j'ai 48 minutes. Donc vous voyez, ça prend du temps, c'est pas si top que ça, il y a des petits défauts. Celui-là, franchement, je m'y attendais pas. Enfin bon, allez, j'espère que ça vous aura plu. Il y a encore plein de choses à voir hein, concernant les éclairages, les caméras, les effets de rendu, les effets de ce qu'on appelle Global Illumination pour avoir un bel éclairage beaucoup plus réaliste, on va dire. Parce que là, ça fait très studio, hein, chambre noire. Je regarde s'il y a d'autres. Ouais, il y a un petit défaut là qui apparaît aussi là au début. Oui. Là, vous voyez, il y a un anti-aliasing là qui est vraiment moche. Et ça, c'est le... Ça, je pense que c'est l'effet de profondeur de champ qui produit ça. C'est le genre de truc, voilà, qu'on n'a vraiment pas dans les... Enfin, qu'on a rarement ou pas aussi violemment dans les moteurs de rendu GPU comme Redshift et Octane. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire, à mettre un like ou un je ne like pas et puis un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir si vous avez des questions ou quoi. Merci. À tout de suite pour la même chose avec Octane en fait. Voilà. Ciao.